Bonjour à tous, je suis ravi d'être de retour à Mulhouse. Effectivement, donc c'est ma 4e participation au IREP Day. Et donc Christophe m'a donné un bon bisutage en tant que ma première fois en tant qu'intervenant, la lourde tâche d'être la dernière épreuve entre vous et le buffet. Donc je vais essayer d'être assez rapide. Dans l'historique des IREP Day, effectivement, on a souvent été voilà, beaucoup d'interventions très, on va dire, visionnaires et d'autres très pragmatiques. Là, on va vraiment être sur les outils. La bonne nouvelle, c'est que je vais gagner du temps dans l'intervention parce que dans la table ronde, vous avez évoqué un grand nombre de sujets qui sont des gros learnings pour nous. Donc pour me présenter... Donc pour me présenter rapidement, donc je suis Jonathan Charby, j'ai... Ah, bah voilà, d'un coup. Ouais, super. Donc j'ai cofondé avec Jérémy ici présent une société qui s'appelle SaaS Advisor et on se définit comme des marketing technologistes, à savoir donc des gens qui étudions l'ensemble des sociétés... un petit peu. Qui étudions l'ensemble des solutions technologiques pour le marketing, pour comprendre ce qu'elles font et surtout ce qu'elles ne font pas, parce que ça va être très important. On est parti pour ça d'un constat simple et qui revient beaucoup à ce qu'on disait sur la fragmentation de l'attention, c'est qu'il y a une explosion du nombre de solutions en MarTech. Donc là, on reprend un chiffre qui est de 4700%. Et donc, c'est comment ce marché a évolué entre 2011 et 2018. Et donc, je ne sais pas si vous êtes familier, on a beaucoup parlé de LinkedIn, c'est une image qu'on voit très fréquemment. Combien de personnes ont déjà vu ce tableau? Ok. Donc, ce tableau, c'est ce qu'on appelle le Marketing Technology Landscape. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est passé donc de 150 solutions en 2011 à plus de 7040 en 2019. Au-delà du fait que ce sont des solutions, donc ça ne prend pas tous les gens qui ont un bureau à Station F ou dans un WeWork, c'est vraiment des solutions qui ont déjà une certaine taille critique en termes de nombre de clients et de chiffre d'affaires. Ce qui est important de constater, c'est qu'au-delà d'être illisible, ce tableau montre bien que sur l'ensemble des canaux qu'on a évoqués, que ce soit des LinkedIn, des Facebook, des Instagram ou autres, tous ces nouveaux médias en ligne ont créé un écosystème de solutions. Et donc ça crée une tension sur le marché parce que d'un côté, il y a cette injonction qui est faite au département marketing donc de faire leur transformation digitale et d'avoir les outils les plus performants du marché. Et de l'autre, ce tableau est assez illisible et donc connaître 7000 outils est impossible. Et maîtriser 50 sujets technologiques est également très complexe. Et ça se passe dans un contexte où la dernière étude Gartner, on parlait tout à l'heure du sous-staffing des départements marketing. On est dans un contexte où la part et le poids des MarTech devient le premier poste de dépense dans les départements marketing, devant le coût du travail et des salariés, devant l'achat média et devant le coût des agences. Et donc cette ligne de tension, elle est très forte parce que effectivement, voilà, c'est très dur de connaître les bonnes solutions. Donc aujourd'hui, on en a parlé assez récemment, lors de la table ronde. On va se concentrer donc sur les solutions de social listening, donc le petit cadran qui est assez bien positionné au milieu pour le coup. Et donc effectivement, voilà, donc en 2018, sur ce marché du social listening, donc, qui est l'un des 50 sujets des MarTech, il y a eu des gros changements. Et donc là, la chance qu'on a, c'est que ces sujets viennent d'être abordés. Donc effectivement, le RGPD a impacté pour les acteurs du listening la manière dont est stockée la data et comment elle peut être représentée. C'est un secteur qui est en pleine mutation, en pleine concentration. Il y a eu pas moins de 6 rapprochements entre acteurs lors de l'année dernière. Donc Ipsos, par exemple, a racheté la société Synthesio. Brandwatch a racheté Crimson Hexagon. Il y a eu effectivement Scoopit qui a été racheté par Linkfluence. Et dans le même ordre d'idée, Talkwalker et Mention qui ont été rachetés. Donc un marché qui se concentre fortement, sachant que ça a des impacts pour les gens qui utilisent ces solutions, vu que qui dit qu'il y a une concentration dit que les solutions sont amenées à changer.
Et là, je vais aller assez vite là-dessus parce qu'on vient de l'aborder. Il y a eu des gros changements en termes d'accessibilité à la donnée. Et donc, effectivement, Facebook, qui avait un programme qui s'appelait Pylon, qui visait à commercialiser la donnée, a complètement arrêté cela suite à Cambridge Analytica. Et donc, on a parlé des fermetures et ouvertures de l'API sur Instagram. Et effectivement, Twitter a beaucoup changé son business model, ce qui fait que ça a eu un impact très fort sur le business de tous ces acteurs. Donc, quand on parle de social media listening, effectivement, c'est un marché qui aussi pose question parce que tous les analystes considéraient que ce marché, en 2020, allait peser 10 milliards de dollars. Et fin 2018, on constate qu'en fait, le marché pèse 2 milliards. Et la part qui revient aux 50 plus gros éditeurs, on l'estime à 600 millions avec une marge d'erreur qu'on estime à plus ou moins 10%. Donc notre idée, effectivement, suite donc à ces constats, nous, on a eu beaucoup d'appels de directeurs marketing qui nous disaient « j'ai un gros souci, dès qu'Instagram change son API, le lendemain, je reçois 40 mails de tous les prestataires du marché qui me disent que désormais, c'est eux qui ont la meilleure captation. Je ne sais pas comment le considérer, comment le croire. Moi, je base également mes achats de médias par rapport à cette data. Donc, j'ai besoin d'y voir plus clair. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a monté le challenge. Et donc, on a voulu le faire en tant que tiers de confiance. Comme on est des anciens du métier, on connaît bien aussi les différents indicateurs et les différentes fonctionnalités. Et donc, l'idée, c'était d'aller plus loin que n'importe quel RFP et donc d'apporter une vision venant d'un tiers au marché pour apporter plus de clarté. Donc, le premier point qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, quand on parle de listening, il y a 5 typologies d'acteurs. On en voit 4 ici. Donc, la première, c'est les gens qui viennent vraiment des métiers de la veille et de l'intelligence compétitive. On a les gens qui viennent de la veille traditionnelle, du press clipping et des PR, donc comme des Kantar, LexisNexis et ainsi de suite. On a les gens qui viennent du freemium, et donc petite dédicace à Christophe qui avait reçu ici en 2012 et Alerty et Mention. Et effectivement, des gens qui viennent de l'univers des solutions suite, donc c'est-à-dire qui proposent une couverture fonctionnelle qui va bien au-delà du social listening, mais qui ont aussi une brique fonctionnelle. Et il y a ce qu'on va appeler les pure players, donc c'est les acteurs, on va dire, qui sont tous arrivés, comme ça a été dit, il y a une petite dizaine d'années, qui vont avoir l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc on en cite quelques-uns. Petite question dans la salle, est-ce que vous connaissez la majorité de ces acteurs ou est-ce que vous les découvrez? Ok, très clair. Donc voilà les gens avec qui on a fait ce challenge. Donc la méthodologie qu'on a utilisée, c'est donc d'abord on a monté un jury. Donc l'idée du jury, ce n'était pas de faire du name dropping avec des noms sympas, même si ça aide toujours, mais c'était surtout d'avoir différents points de vue. Parce qu'on se rend compte que derrière les logiciels de veille, il y a différentes typologies d'utilisateurs qu'on a cherché à représenter ici, avec à la fois des cabinets de conseil, des instituts d'études, des agences, et chez les annonceurs, des gens qui venaient de ces différents métiers qui peuvent être à la fois les RP et la com, donc qui vont suivre la réputation pour tous ces aspects de communication et de réputation, des gens qui vont être vraiment dans la mesure de la performance des campagnes, et des gens qui vont être plutôt sur le côté consumer insight research. Le deuxième étape qu'on a eue, c'était tout simplement de créer différents challenges qui correspondent aux différents degrés de difficulté qu'on peut avoir sur ce marché. On va dire que l'étape 1, on a considéré que c'était de suivre une marque sur un marché. L'étape 2, c'était de suivre une marque sur des marchés globaux, donc avec justement tout ce qui a pu être dit sur l'accès à la data en Russie, en Chine, et donc avec les challenges que ça peut poser. Pour ces deux premières épreuves, on a strictement imposé le même plan de requête aux différents éditeurs parce qu'on avait un besoin de mesurer des pommes avec des pommes et donc de savoir, dans des conditions de jeu extrêmement égales, ce que chacun ramenait. Et pour la troisième épreuve, comme effectivement c'est très rare qu'un client propose un plan de requête déjà établi à ses prestataires, on a voulu être le plus proche de la vraie vie. On est parti d'une méthodologie où tout simplement on posait une question business. Donc une question business, ça peut être les conversations sur l'huile de palme. Là, on a choisi effectivement le sujet de la mobilité du quotidien et de l'impact des nouvelles mobilités du quotidien et quelles conversations il y avait là-dessus. Donc un brief volontairement assez large pour voir comment les éditeurs, au-delà de la captation, allaient organiser la veille pour capter de la donnée pertinente par rapport à cette problématique business que peut avoir un grand compte. Et donc voilà, donc là, le test a duré un peu plus de 2 mois. Et donc on a donné à l'ensemble du jury des grilles de notation sur l'ensemble des critères.
Et donc, pour que, voilà, donc dans cet esprit de donner des choses très actionnables que vous pouvez utiliser, nous, on a utilisé cette grille de lecture-là sur ce qui nous semble être vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur du social listening. Donc, il y a un premier point sur la data, et on en a parlé très largement avant, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Un deuxième point très important, c'est la capacité des algorithmes à faire des analytics et enrichir la donnée, avec donc du tagging, du reporting et ainsi de suite. Il y a un sujet sur le back-office, un sujet à la fois sur l'organisation des requêtes et sur les droits d'accès. Un autre sujet sur tout ce qui va être front office, donc la performance et data visualisation. Un sujet sur le professional services avec la capacité tout simplement des acteurs à accompagner leurs clients. Et enfin, on a mis 2 points sur ce qu'on va appeler les suite solutions. Donc ces acteurs qui vont au-delà, on va dire, du scope initial du listening pour aller vers d'autres catégories. Et donc effectivement, donc on a parlé de cette slide avec donc tous ces changements sur la data pour aller directement et rapidement aux 5 points à retenir. Le premier point qui nous a beaucoup surpris, c'était au niveau des datasets. Donc globalement, il y a une disparité assez incroyable de data, même à plan de requête strictement équivalent, qu'on peut retrouver d'un acteur à l'autre, ce qui pose beaucoup de questions, parce qu'effectivement, voilà, donc sur Twitter, tout le monde est censé avoir la même data, mais on se rend compte qu'en fonction de la manière dont le back-office est organisé, les écarts de volume sont très forts. Sur Facebook, on se rend compte là aussi que Facebook n'est pas encore complètement au clair sur quelle data est partageable ou pas. On l'a vu via Instagram, mais Facebook, il y a aussi différentes manières d'interroger Facebook qui donnent accès à différents types de data. Et donc entre ceux qui disent on a le droit d'afficher aucune donnée Facebook et ceux qui vont, on va dire, scraper sauvagement l'application, on se rend compte qu'il y a des écarts très importants et on n'est même pas sûr que Facebook ait la connaissance complète de toute la data qui peut en sortir. Le deuxième point, c'est que c'est un marché où il n'y a pas de vainqueur absolu. Donc on s'est rendu compte que le marché reste très atomisé. Aucun acteur sur ce marché n'a plus de 25% des parts de marché. Et donc, en fonction des différents types d'utilisation, donc Consumer Insights, veille réputation, mesures de performance, etc., et en fonction également des géographies, les besoins d'un client à l'autre vont vous faire que chacun des acteurs qu'on a vus peuvent avoir un scénario qui va les décerner comme gagnants. Et donc, il n'y a pas une solution qui, à date, remplit tous les cas de figure, ce qui fait que pour des grandes organisations, il y a souvent besoin de faire appel pour ne pas se retrouver dans le cas de figure que Frédéric décrivait avec un outil, une licence, et donc de passer à côté de l'information. C'est bien d'avoir un panaché, même si effectivement il peut, même en panachant les solutions, rester des trous dans la raquette. Le deuxième point, c'est que, un point important, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ces solutions. On voit qu'il y a de plus en plus d'éléments, donc ça va un peu dans le sens de ce que disait Nicolas sur le presse-bouton, où les algorithmes vont automatiquement détecter des tendances, des pics de conversation ou des sujets chrysogènes. Mais on se rend compte que plus il y a d'intelligence artificielle dans les outils, plus ça les rend complexes. Et pour passer le côté boîte noire, il y a besoin de plus en plus d'accompagnement pour comprendre ce que l'outil fait et encore une fois ne fait pas. Et un dernier point de lecture du marché, c'est qu'effectivement, ce qui rend complexe la lecture et l'achat de ce type de solution, c'est que chacun commence à créer des suite solutions. Donc on a vu que le social listening, c'était une toute petite part des MarTech. Et dans cette part des MarTech, on constate que chacun commence, au-delà de l'outil basique de surveillance, de créer des options de quick search, de créer des outils d'analyse des audiences qui sont possibles là aussi grâce à tout ce qui a été décrit sur Facebook en termes de ciblage publicitaire, des outils qui permettent d'avoir des data visualisations de la donnée, et donc des suites de plus en plus complexes à lire et un marché qui est de moins en moins ISO. Je pense que j'ai à peu près tenu. Donc, je vous souhaite un très bon appétit et ravi de discuter avec vous sur ces différents sujets. On peut applaudir Jonathan pour l'efficacité. C'est bon, normalement, j'ai le son.